Que je le disais à l'entame de cette émission, on a trois sujets qui concernent donc la justice. L'autre sujet, c'est cette convocation de notre confrère, ami et collègue Boubacar Sansobari, directeur donc, de publication du site d'information mediali.com, mais aussi chroniqueur de cette même émission, On refait le monde, qui a été donc convoqué. On apprend que ça a été reporté. La convocation, elle n'a pas eu lieu aujourd'hui. Non, la convocation est restée, mais la comparution a été reportée. Justement. Bien sûr, parce que, bon, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça reste clair quand même que ça a été reporté. Qu'est-ce qu'on veut à la presse dans son ensemble? Oui, c'est ça en prison, les médias bouillés, oui, voilà, sans se convoquer. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement? Non, mais c'est la question que tous se posent. Et moi, j'ai vraiment parfois pitié du président Mamadi Doumbouya quand je réécoute encore ses discours le 5 septembre et les jours qui ont suivi. Et quand je me rappelle, je me souviens de cette audience qu'il avait accordée au patron de presse à l'époque, et c'est son discours et ses poignées de main chaleureuses, ses échanges en aparté avec au Palais Mohamed V, exactement, en aparté avec des journalistes, et ses sourires, l'environnement qu'il avait créé pour quand je vois tout ça et toute sa volonté que j'ai pu percevoir à l'époque de pouvoir vraiment aider tout ça, ses engagements aussi qu'il avait pris par rapport notamment aux redevances, par rapport à la maison de la presse, par rapport à la subvention aux médias, par rapport même à la création d'un environnement où les journalistes se sentent en sécurité. Et c'est à peine si il a fait des engagements et tout ce qu'il demandait en retour à la presse, et il l'a dit clairement, c'était de travailler sur aussi l'image que nous renvoyons de notre pays au niveau international, et que de son côté, on pouvait continuer à le sentir comme un appui. Mais je sens, et quand je dis que j'ai pitié de lui, c'est parce que je n'ai pas l'impression que tout ça soit évidemment simplement sa volonté, mais qu'il soit mis devant des faits accomplis et qu'il soit obligé d'assumer des faits que lui-même n'aurait jamais pu entretenir. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui est en train de se passer. On ne peut pas estimer que quelqu'un exactement puisse penser que c'est possible de faire ça en ce moment, de bâillonner complètement la presse. Je ne le crois pas. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de situations avant d'en venir à celle de Sanso, qui est celle qui est factuelle. Oui. Et on a parlé de ces brouillages des ondes, on a parlé de la restriction de l'Internet. La restriction d'Internet, on a parlé de ces médias qui sont décrochés sur le bouquet Canal+, et beaucoup d'autres actions de ce genre, des actions d'intimidation, des journalistes qui sont convoqués ça et là. Et il y en a, quand j'ai vu hier qu'il y a une de nos cinéastes, une de nos comédiennes par exemple, qui est partie pour la nuit des Guinéens à Paris qu'ils viennent d'organiser, et qui aurait pris la poudre d'escampette, ces gens qui partent et qui ne reviennent pas. Vous avez vu qu'à un moment, même à un de nos confrères, le ministre Gawal avait prêté l'intention de fuir à un journaliste et tout ça. Et quand on est arrivé à créer une situation où nous-mêmes on pense que les gens ont envie de fuir le pays et d'aller se réfugier ailleurs, on devrait se rendre compte que la situation est suffisamment grave. Et malheureusement, on ne voit pas d'action, on ne voit pas d'effort dans le sens de la décrispation, et on ne voit que tous les jours se poser des actes qui, par contre, enveniment la situation. C'est donc le cas de cette convocation qui est adressée à Sanso. Pour le moment, on ne peut pas en dire plus parce qu'on ne sait pas pourquoi il est convoqué. Et ça, mais ce qu'il faut dénoncer, c'est que la première des choses, je ne vois pas pourquoi, et ça on l'a toujours dénoncé, pourquoi les gens ne vont pas à la haute autorité de la communication, pourquoi désormais c'est ailleurs qu'on tranche des questions concernant des journalistes, pourquoi c'est à la DPJ directement qu'il faut convoquer un journaliste, et pourquoi dans la convocation on ne prend même pas le soin de dire aux journalistes pourquoi il est convoqué, le motif de sa convocation, parce que l'idée de la convocation, c'est que
vous venez... qui a fait exactement, et qui a dénoncé vous venez vous défendre. Cet état de fait. Exactement, vous venez de vous défendre parce que... Au motif dont vous ne connaissez pas. Mais en principe, vous devriez savoir pourquoi vous partez. Et même quand nous invitons des gens ici, et vous prenez le soin de leur envoyer le thème. Et ça leur permet de se préparer et de venir répondre aux questions. Mais ce n'est pas normal. Mais vous savez que les gens, et ça c'est depuis, moi j'ai fait cette remarque au temps du président Alpha, et vous avez vu qu'à un moment, le général Bafoué à l'époque n'a pas hésité de dire en conférence de presse au ministère de la Sécurité à l'époque qu'ils avaient mis les Sékou Koundoune et beaucoup d'autres sous écoute et qu'ils les écoutaient. Et à l'époque, la procédure c'était quoi? On vous convoquait le vendredi. Quand vous venez le vendredi, et on prenait le soin de vous garder, vous faites gratuitement la prison et la détention le vendredi, le samedi et le dimanche. On ne vous présentait au juge que le lundi. Donc gratuitement, vous passez gratuitement le week-end. Et ça, en prison, c'était une façon de torturer, de torturer moralement, psychologiquement les gens. C'était fait à dessein. Exactement. On ne dit pas que c'est le cas maintenant, mais ça s'apparente à ça. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure pour d'autres cas. On avait effectivement promis aux Guinéens et on avait reconnu que c'était des erreurs et on avait dit qu'on évitait les erreurs du passé. Mais quand on voit que les mêmes manières reviennent, les mêmes erreurs reviennent, pour le moment, on ne sait pas pourquoi Sanso il est convoqué. Mais de toutes les façons, quel que soit le motif, lui qui est convoqué aurait pu et devait être au courant de cela et pouvoir préparer sa défense et aller répondre aux questions, parce que l'objectif n'est pas de l'envoyer tout de suite en prison ou ailleurs. L'objectif, c'est peut-être, puisqu'ils ont parlé d'enquête, c'est de lui poser des questions sur un sujet. Et c'est un citoyen libre pour le moment. Pour le moment, c'est ainsi. Mais ce qui rend ce cas-là beaucoup plus grave, c'est qu'il s'agit quand même de quelqu'un dont la moralité et le professionnalisme dans la corporation ne fait même pas débat. Il s'agit quand même de quelqu'un qui est plusieurs fois primé par des organisations ici et même internationales. Et même à l'international, dont la plume et le professionnalisme sont reconnus même à l'international. Et je ne vois pas, personne n'est infaillible, et je ne suis pas en train d'anticiper un jugement. Je ne sais pas pourquoi il est convoqué, mais une fois encore, ça me surprendrait que le sens que je connais puisse se rendre volontairement coupable d'un fait répréhensible, parce que c'est quelqu'un qui sait suffisamment ce qu'il fait et qui est très pondéré dans ce qu'il fait et qui est très mesuré. Très prudent. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait quand même un peu trop d'affaires concernant les journalistes et ça fait peur. Et l'effet de ça, qu'on ne peut pas mesurer, c'est aujourd'hui... Et je ne sais pas si vous faites aussi cette remarque avec moi, mais moi je la fais, même à mon niveau personnel, c'est que le degré d'autocensure qui existe aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans notre pays. Peut-être que c'est au temps de la Révolution où on faisait tout là, mais depuis qu'on a parlé de démocratie, je ne crois pas qu'il y ait autant d'autocensure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes, ils choisissent les thèmes qu'ils abordent, ils choisissent les mots qu'ils utilisent, ils choisissent les personnes qu'ils évoquent dans leur émission. Ils sont très prudents et ils sont même parfois trop prudents. Et ça fait perdre un peu en qualité l'information qui est donnée pour les auditeurs, parce qu'eux, effectivement, ils ont le droit de tout savoir. C'est pourquoi il y a une loi qui est votée, une loi sur l'accès à l'information publique, qui donne même le droit aux citoyens de ne même pas passer par un média et de se lever, aller au ministère des Mines et de dire, par exemple, pour ma communauté de Zo, cette année, qu'est-ce que le secteur minier nous a apporté. Ça, c'est la loi qui donne ça aux citoyens guinéens. Donc, ce qu'on fait, c'est pour lui. Donc, il a le droit de tout savoir, évidemment, que nous, on n'a pas le droit de dire. D'accord, on va donner la chance à ce Keita. Il y a quand même une situation suffisamment grave. Il faudrait que le général... Il y a un autre sujet concernant cette autre enquête qui est annoncée et en ce qui concerne l'octroi des marchés publics. Mais ça, on va... Puisqu'on a parlé beaucoup d'injonctions de Charles Wright, justice toujours, c'est même Charles Wright qui revient. On va peut-être garder ce sujet et ensuite on va parler de la situation au Sénégal avec l'annulation, l'invalidation donc du décret de Macky Sall qui avait donc reporté les élections. Et bien avant, pour le cas de Sanso Barry, Sékou Keita. Oui. Alors, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent. Lorsque vous êtes un journaliste, il est important que vous vous adossez, que vous vous appuyez sur les principes qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre métier. Sanso, aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas,
on ne peut pas dire que Sanso n'est pas professionnel. On ne dira pas que Sanso est quelqu'un qui a des intérêts qu'il défend. Ou que c'est quelqu'un qui prend des pots de vin. Si vous voulez, peut prendre des pots de vin, ou qui peut proposer X, ou qui peut s'acharner. Non. Que ce soit son tempérament, sa moralité, son professionnalisme ne font l'objet d'aucun doute. Ouais. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Ouais. Et pour même illustrer tout ça, oui. Lorsque la plainte a été publiée sur les réseaux sociaux, tout de suite, personnellement, j'ai été appelé par certains... On me dit en direct qu'on est encore brouillé. Ben oui, ça ne doit pas vous surprendre. alors, je disais, dès qu'on a publié la plainte, moi j'ai été appelé par certains responsables des organisations de défense des droits de l'homme, notamment du Haut Commissariat aux droits de l'homme. On m'a posé la question, on dit, dites-nous, qu'est-ce qu'on reproche à Boubacar Sansobari. Je leur ai dit que j'ai la plainte sous mes yeux. Ce qui est écrit, c'est simplement mentionné pour des fins d'enquête. Je dis, ça s'arrête là. Ils me disent, mais non, à partir de là, déjà, c'est quand même une violation des droits humains parce qu'il est nécessaire. C'est d'ailleurs une obligation que l'on mentionne quand même le motif de convocation de quelqu'un. C'est-à-dire qui que tu sois. On a vu Mohamed Traoré du CNT qui a fait un poste pour dénoncer ça. Mais bien évidemment, on doit vous notifier. Personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est basique. On le sait tous. Mais quand quand même quelqu'un doit être convoqué, il est quand même important de lui notifier, de lui dire voilà ce qu'on vous reproche. Ça permet à la personne de venir, bien évidemment, avec son conseiller, avec un avocat, pour venir, bien sûr, se défendre. Mais si ce n'est pas fait, ça pose problème. Ça pose problème. Et le mal dans tout ça, c'est qu'on est en train de présenter des journalistes comme étant, si vous voulez, une entité qui est nocive, une entité qui est contre la machine ou le régime en place, une entité qui fait ombrage ou qui fait tout pour empêcher le CNRD ou le général Mamadi Doumbouya de dérouler son calendrier. Mais c'est quand même faux. C'est le tromper, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a des ministres, il y a des directeurs qui n'ont pas intérêt à ce que les médias soient, si vous voulez, soient libres d'exercer convenablement leur travail. Qui pensent aujourd'hui que ces médias-là qui mènent des investigations, parce que je le dis haut et fort, jamais, je dis bien jamais, la presse guinéenne n'a été aussi assoiffée de la bonne gouvernance, n'a été aussi déterminée pour une moralisation de la gestion de la chose publique. Les gens, ils mènent des enquêtes sérieuses. Ils viennent avec des éléments, donc des preuves à l'appui. On met ça à la place publique. On ne s'intéresse pas à ça. On ne questionne même pas la démarche ou le contenu même de l'enquête qui a été menée. On reste plutôt dans des calculs. Non, ce sont des journalistes, ils sont contre le CNRD, ils sont contre nous, tout ce qu'on fait, ils font cela. Et quand c'est Dioma, on dit non, depuis qu'on a mis leur patron en prison, comme je le voyais dire certains tout à l'heure, c'est pour cela qu'ils disent cela. C'est quand même incroyable. Lorsque vous ne dénoncez pas, on dit on a des journalistes qui font rien, qui ne mènent pas des enquêtes. Quand vous faites des enquêtes, on vient dire encore non, c'est parce qu'il est contre nous. La question là ne devrait pas se poser. Sékou Keita a annoncé qu'il y a eu détournement au niveau de telle direction. Il vous dit qu'il a mené des investigations, ce qui sous-entend qu'il a eu à recouper, qu'il a eu... Vous enclenchez la machine. Justement, la meilleure des choses, parce que c'est quand même arrivé, que l'on se serve de cette dénonciation pour ouvrir des enquêtes. C'est comme ça, ça doit se passer. Mais si vous devriez considérer tout ça comme, si vous voulez, une déclaration de guerre, comme si c'est... Non, le colonel doit comprendre que nous sommes là pour aussi l'aider. Même lui, c'est-à-dire quand il s'éloigne de son discours, c'est quand même important parce que si déjà autour de lui, on est toujours enclin à lui dire « Monsieur le Président, vous êtes aimé par l'opinion, le travail que vous êtes en train de faire est salué par les Guinéens, vous êtes encore populaire, les décisions que vous prenez sont saluées à 100%, il faudrait quand même qu'il écoute une troisième personne, un troisième avis, des gens qui lui disent des choses, qui ne cherchent pas de poste, qui veulent qu'il comprenne que ça ne va pas dans le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui sont concernés, qui se reprochent des choses, ne veulent pas du tout que ces médias la travaillent de façon libre. On nous a dit ici que le colonel, parfois, quand il est assis devant la télé et qu'il suit une émission de grande écoute, vous faites des dénonciations, qu'il prenait son téléphone pour appeler la personne tout de suite. J'ai appris que vous avez fait ça. Venez tout de suite, venez tout de suite. Alpha Condé. Je parle de Doumbouya. Ouais.
Je ne parle pas du professeur Alpha Condé, je parle du général Doumbouya, que quand il écoutait, il suit les émissions de grande écoute, vous parlez de détournement, de corruption, c'était lui-même qui prenait son téléphone pour appeler les gens, pour dire venez, vous avez fait ça, vous avez fait ça. C'est devenu agaçant pour ces ministres, pour ces directeurs qui ne font pas convenablement leur travail. Donc si on éteint les médias, eh bien il n'y a plus personne. Parce qu'il ne faut pas quand même s'attendre à ce que la RTG qu'on vienne dénoncer un ministre à la RTG. Donc, on se dit, ben ça va, on peut travailler convenablement. Il n'y a personne pour nous mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas une bonne chose. Le régime en place a mieux à gagner en acceptant que la liberté de la presse ne soit pas bâillonnée. C'est même un plus, si vous remarquez, même dans l'évaluation, même dans les simples signatures de contrat ou de levée de fonds, c'est un facteur quand même qui rentre en ligne de compte. Hein. Oui. Si dans votre pays, il y a la liberté d'expression, comme ça se passait au début, vous avez rencontré les gens, vous leur avez donné même une maison de la presse, vous avez promis régulièrement de tenir des points de presse, des rencontres de ce genre. Ça inspire confiance. Tout de suite, ailleurs. Mais on dit que c'est un modèle. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me dire quand même que quelqu'un va vouloir imprimer ce qu'on est en train de faire dans notre pays si ce n'est pas s'inscrit dans la dictature. Ce n'est pas une très bonne chose. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut vraiment savoir raison garder. Il faut comprendre que, quoi que l'on dise, la démocratie, c'est aussi ça. Soit on décide de laisser tomber les principes démocratiques et de créer une sorte de monarchie, tant mieux. Là, chacun va essayer de se ranger. Mais si on veut un État démocratique, on veut sauvegarder les acquis chèrement défendus par les dévanciers, il faudrait bien qu'on accepte la contradiction, qu'on accepte que les gens mènent et que la liberté d'expression ne soit pas bâillonnée. Ne soit pas bâillonnée. Vous savez, il y a une situation qui se produit, c'est qu'aujourd'hui, et moi j'en parlais, il y a un confrère béninois qui m'a envoyé un lien, et en se moquant un peu de moi, parce qu'il pense que nous donnons maintenant l'exemple un peu partout. Il y a le Bénin où on a aussi suspendu un média qui s'appelle la Gazette du Golfe. C'est un groupe de presse qui a une télé, une radio, un journal. Et ça a conduit au licenciement de 200 employés de ce groupe de presse. Et vous savez pourquoi? C'est que la haute autorité de l'audiovisuel de ce pays reproche à ce groupe de presse, c'est d'avoir dans un de leurs programmes commenté le coup d'État au Niger. Et donc, on reproche aux médias de, comment ils ont appelé, d'apologie de coup d'État. Et d'apologie de coup d'État, ça a suffi dans un programme que quelqu'un ait dit ça pour qu'on suspende un groupe, qu'on retire, comment on appelle, la licence, comme ce qui s'est passé à Dakar ici, qu'on tue un groupe de presse. Et les gens, et l'ami qui m'a envoyé ça, il se moquait de moi, il dit qu'on a donné l'exemple au Sénégal, qui a retiré la licence, et que maintenant, un peu partout, les autorités se prennent l'exemple de la Guinée. Et donc, vous voyez bien qu'au temps du président Alpha, à chaque fois que nous, on parlait ici, on disait, bon, écoutez, la liberté de la presse, elle est bâillonnée en Guinée, et regardez ce qui se passe au Sénégal, là-bas, elle est mieux. Mais quand le Sénégal a répénalisé, parce qu'ils ont changé leur loi sur la liberté de la presse, et les délits de presse ont été répénalisés, c'était au gouvernement du président Alpha Condé de nous rappeler aussi à tout moment qu'attention, il n'y a que chez vous ici où les délits de presse ne sont pas... Et de l'autre côté, ça a été fait. Makandela, qui était avec nous dans l'émission hier, était même allé jusqu'à dire qu'il était contre cette loi sur la liberté de la presse. Et donc aujourd'hui, aussi dans les discours en Afrique... se battrait s'il avait les moyens pour qu'on répénalise les délits de presse. Et vous voyez qu'aujourd'hui, un peu partout en Afrique, quand des chefs qui veulent aller vers la dictature, glisser vers la dictature, quand ils veulent bâillonner la presse, l'exemple qu'ils donnent, c'est l'exemple guinéen. Dire, écoutez, vous avez vu ce qui se passe en Guinée, il y a ça, il y a ça. Donc, et aussi, Patrice Talon est allé jusqu'à fermer donc, ce groupe de presse qui a amené donc, le licenciement de 200 personnes. Le groupe s'appelle la Gazette du Golfe. La Gazelle. La Gazette. Okay. La Gazette du Golfe, qui a une télé, une radio et un journal. Et on leur reproche juste d'avoir commenté le coup d'État d'à côté, parce que personne ne veut qu'on parle de coup d'État dans son pays. Et donc, on leur reproche d'apologie au coup d'État, alors que, voilà. D'accord, je vais rester avec vous pour parler de la situation, puisqu'on parle de coup.